Voilà, donc pour la virologie, quelques exemples, hein. Donc ça permet le séquençage génomique. Alors c'est sûr que les virus, on est sur des plus petits génomes. C'est plus facile, mais en même temps, comme il y a moins d'acide nucléique, en fait, il nous faut des charges virales plus importantes pour avoir des génomes de bonne qualité. Donc finalement, c'est pas si simple que ça. Donc ça nous a permis d'obtenir des génomes complets en fait de VIH2, hein. Donc on s'aperçoit il y a un peu de retard quand même en virologie sur le séquençage des génomes de pas mal d'espèces, hein. Par exemple pour le VIH type 2 qui est quand même un agent important dans le monde, eh bien, il n'y a que 150 génomes complets qui sont disponibles. Et donc, on en avait obtenu deux. Ça permet d'avoir d'emblée les résistances à tous les antirétroviraux sur tous les gènes, de voir que c'était un génome mosaïque, et puis d'être capable d'analyser la diversité. Sur le plan du VIH1, ça renvoie un petit peu à la question de Raymond Rumi tout à l'heure. Là, on est vraiment sur un biais de profondeur bien moindre en séquençage de nouvelles générations par rapport au séquençage Sanger, hein. Donc, on peut détecter 99% des populations virales contre 80% seulement en technologie Sanger. Ça permet de pouvoir détecter des résistances à 18% alors qu'au rang négatif en Sanger. Et puis, ça permet de voir, en fait, non seulement être capable de rendre résistant présence ou absence d'une mutation, mais d'être capable de chiffrer la prévalence de la mutation. Et vous voyez que pour un même échantillon de plasma, eh bien, en fait, et d'ADN, eh bien, on a des prévalences des mutations très variables, ce qui montre bien la diversité des espèces virales. Ça permet, quand on a un échantillon avec une charge virale importante, par exemple un patient co-infecté par l'hépatite B, l'hépatite delta, d'avoir en métagénomique direct, sans préamplification ni enrichissement, les génomes des deux virus, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite delta, les deux génomes complets. Alors bien sûr, on se replonge un peu dans SARS-CoV-2, ça a permis de détecter les variants, de suivre leur évolution, d'écrire les épidémies, les cas d'importation successifs. Ça a permis de définir les premières réinfections. Il fallait dire que c'était des génotypes différents pour commencer à parler de réinfection. Ça a permis de voir comment évoluaient l'épidémie liée à chacun des variants. On a vu qu'elle durait à peu près 4 mois chacune. Ça nous a permis de décrypter un peu l'évolution de ces épidémies, de décrire des recombinants, la formation, la génération de ces recombinants aussi bien à partir des prélèvements respiratoires que de culture. Ça a permis de travailler également sur les causes d'espèces virales pour le SARS-CoV-2. Alors avec un exemple plus pratique, dans le cas d'une épidémie avec un des variants très minoritaires, hein, XBB 1.16.11. On a vu 30 cas en fait à la PHM en collaboration avec le CLAN, notamment avec Catherine Sartor et puis avec Rémi. On avait pu mettre en évidence que ces génomes se clusterisaient entre eux au sein des patients d'un même service de la PHM. Quand on comparait aux 625 génomes français disponibles pour ce variant, on retrouvait nos souches qui étaient regroupées par rapport à toutes les autres. Et quand on comparait par rapport aux 9000 génomes disponibles dans le monde, on retrouvait bien une clusterisation. Et donc, on avait bien, en fait, une épidémie clonale donc au sein de ce service. Et avec ces petites représentations qui permettent de suivre, chaque point représente un patient et une souche en pratique. Et donc, ça permet de voir l'évolution, en fait, des mutations. Et on avait pu essayer de retracer avec les données épidémiologiques les deux premiers cas en fait détectés et ensuite avec des diffusions dans deux sous-services A et B en fait avec des petites mutations. On avait défini en pratique 4 génotypes. Alors, donc, je vous disais qu'on avait du retard en virologie dans certains domaines. Vous voyez, mis à part le SARS-CoV-2, la grippe et le VRS, vous voyez qu'en France, on est à zéro quasiment pour beaucoup de virus respiratoires, les métapneumos, les parainfluenza, les coronavirus endémiques. Dans le monde, on est en dessous de 600, voire en dessous de 200 ou 300. Et donc, on avait dû travailler un petit peu pour essayer de faire de la surveillance génomique également pour d'autres virus respiratoires que le SARS-CoV-2 ou la grippe ou le VRS. Et donc, on a pu décrire les évolutions. Alors, comme d'habitude, les couleurs représentent des modifications et on voit en fait l'évolution de mois en mois et d'année en année, en fait, des lignages de coronavirus HKU1, par exemple, ou des bocavirus. On retrouve beaucoup de génotypes. On a même pu décrire des génotypes dans le cadre de ce travail. Une autre utilité de la génomique, donc appliquée à l'épidémie de monkeypox de 2022 que Nadim connaît très bien également et tous nos cliniciens de l'IHU. Et donc, avec donc d'une part 18 génomes qui ont été obtenus
parce qu'il y avait des charges virales suffisantes dans les prélèvements cliniques, en direct, sans culture intermédiaire. Et puis, au laboratoire de crise en maladies infectieuses de Bernard Lascola, il a pu cultiver, donc faire cultiver 250 échantillons, et ça a permis d'obtenir 198 génomes. Et donc, ça permet d'avoir une vision plus claire de l'évolution de ces génomes de monkeypox virus avec des mutations de type APOBEC, une évolution 10 fois plus rapide que ce que l'on suspectait pour ces monkeypox virus. Vous voyez que dans le même temps, en France, il n'y avait que 11 génomes disponibles, et puis dans le monde, 60 génomes disponibles seulement pour les souches cultivées. Et donc, deux petits exemples d'épidémies. Donc, déjà, une épidémie de rhinovirus B14. En fait, ça partait d'une épidémie dans un EHPAD avec des cas d'infection respiratoire aiguë, avec un nombre inhabituel de décès. Donc, 5 résidents décédés sur 15 résidents malades, et puis d'autres cas sévères. Et donc, l'ARS nous avait contactés, nous a adressé des 11 prélèvements nasopharyngés qui ont été reçus un jour en fin d'après-midi. Et donc, on a fait le séquençage le lendemain. Et donc, vous voyez, en fait, ça nous a pris 1 heure de faire l'extraction, 4 heures de préparer la librairie, et puis au bout de 3 heures de séquençage, on a pu obtenir des séquences partielles de 2 génomes de rhinovirus B14 et de montrer que ces rhinovirus B14 étaient très similaires l'un avec l'autre et pouvoir suspecter qu'il s'agissait d'une épidémie de rhinovirus B14. Dans le même temps, on avait fait bien sûr le QPCR qui retrouvait du rhinovirus mais sans le typer. Et par ailleurs, on avait pu regarder pour ces rhinovirus B14, dont il existe seulement que 5 génomes disponibles dans le monde, qui représentaient 5% des rhinovirus circulants à la PHM à la même période. Et donc, on a pu obtenir finalement 5 génomes, et de façon assez inattendue, on a 4 génomes, pardon, qui sont extrêmement similaires les uns aux autres, et puis on a un génome qui est relativement divergent. Et puis un dernier exemple avec les cas d'hépatite E, donc pour lequel en fait il y a eu des cas de génotype 4 qui ont été détectés récemment. Et donc on avait décrit en 2012 puis en 2016 quelques cas en France de génotype 4 qui avaient émergé dans la décennie précédente en Chine. Et donc on a retrouvé en 2023 de nouveau des cas de génotype 4 qui restent extrêmement rares en France à notre connaissance, hein. Et donc, l'ARS nous avait par ailleurs demandé de tester notamment des saucisses de foie de porc qui se sont avérées non pas positives avec le génotype 4, mais avec un génotype 3, un génotype 3C plus classique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui avait pu être réalisé par une extraction ADN-ARN, une PCR d'amplification, parce qu'on avait des charges virales insuffisantes. Et là, on a séquencé des amplicons, mais rapidement, encore une fois, en faisant appel à la technologie nanopore. Et donc, ça s'est pu être rendu en à peu près 18 heures.